Un peuple qui n'enseigne pas son histoire est un peuple qui perd son identité, disait François Mitterrand en 1982 lors d'un conseil de ministres. Bonsoir à tous, bienvenue au quartier des Arts. Nous recevons ce jour pour vous le lieutenant-colonel Céleste Koulibaly. Bonsoir, monsieur Koulibaly. Bonsoir, monsieur. Alors, vous êtes officier de l'armée burkinabé. Alors, il faut dire que le lieutenant-colonel Céleste Koulibaly est entré à l'académie militaire de Pau. Il est de la 6e promotion intégration et en sort chef de section interarmes en 1996. Il obtient un diplôme d'officier instructeur parachutiste à Mamora Saleh au Royaume du Maroc en 1999. Puis un diplôme de chef de section d'infanterie motorisée après son cours d'application à l'EFOFA de Pia au Togo en 2002. Il obtient son diplôme de commandement d'unité à l'école de l'infanterie à Montpellier en 2005. Il est diplômé d'état-major à l'école interafricaine d'état-major de Kolikoro au Mali en 2008. Breveté de l'école de guerre avec la 23e promotion Verdun en 2016. Il est titulaire d'un master professionnel d'expert de la défense en management, commandement et stratégie de l'école de guerre de Paris. Il est aussi titulaire d'un master 2 en sciences humaines et sociales, sciences, histoire et philosophie, option religion et culture et politique à finalité de recherche de l'EPHE Sorbonne à Paris en 2016. Il est licencié S Sciences de l'éducation de l'Université de Lomé en 1992 et diplômé du DEUG2 en psychologie de l'Université de Ouagadougou en 1991. Il a occupé diverses fonctions militaires, commandant d'unité, commandant de groupement d'unité, aide de camp de l'ancien président du Faso Blaise Compaoré de 2008 à 2014, chef de corps du régiment de sécurité présidentielle février à août 2015 et il est depuis août 2016 chef de division formation adjoint de l'état-major général des armées. Et enfin, il est l'auteur de cet ouvrage, La guerre du Bani Volta, 1915-1916. Et ce soir, nos échanges porteront sur cet ouvrage qui a été publié courant 2017. Alors, mon lieutenant-colonel, avant de rentrer dans le vif de nos échanges, nous souhaiterons savoir comment est né ce projet d'écriture. Je vous remercie. Donc, la guerre du Bani Volta est née, il faut le dire, d'une aubaine que j'ai saisie. Parce que, étant admis à l'école de guerre de Paris en août 2015, j'ai profité de l'occasion pour essayer de m'inscrire à Paris pour poursuivre des recherches sur ce sujet peu connu. Du fait d'ailleurs que ça correspondait à peu près à 100 ans après ces événements-là. Et voilà, je me suis inscrit en parallèle à l'EPHE Sorbonne pour pouvoir tirer le maximum de données que je pouvais avoir étant sur place là-bas au niveau de l'armée française. Okay. Et quel est donc l'intérêt du choix d'un tel thème? Oui. L'intérêt pour moi, il y a deux aspects essentiels. D'abord, la recherche purement académique qui fait que il faut ressortir des archives centenaires et puis dire ce qui s'est passé, essayer de l'interpréter à notre façon, selon notre profil militaire, et surtout le faire savoir aux descendants de ces populations qui ont subi ces événements-là dans la période 1915-1916. Ça, c'est le premier aspect, premier intérêt pour moi. Le second, c'est que cette affaire-là me concernait directement. Mon arrière-grand-père maternel ayant été recruté de force à cette période-là, et il a été un de ces poilus d'Afrique qui a combattu pour la France, voilà, dans ces circonstances. Ok. Et à lire effectivement votre ouvrage, alors la démarche, la rigueur scientifique est perceptible. Alors, quelle a été l'hypothèse de recherche que vous avez formulée? Voilà, donc je suis parti, je dois d'abord rappeler que j'ai un profil littéraire, ce Ok. qui arrange les choses. Je suis parti de cette hypothèse que peut-être qu'on n'a pas voulu nous faire savoir qu'il s'était agi d'une guerre, on a parlé d'une révolte comme ça, on a allé jusqu'à parler d'insurgés, mais moi je cherchais à démontrer s'il n'y avait pas eu vraiment des actes de guerre dans cette affaire du Bani Volta. Et je me suis posé cette hypothèse-là, et puis je suis parti d'un plan général qui fait que cet ouvrage
peut être lu par toutes les générations, qu'elles soient de l'école primaire, que ce soit des étudiants et toute personne qui s'y intéresse. Je suis parti en plantant d'abord le décor sur qu'est-ce qui a amené les Européens à chercher à conquérir le continent pour créer des colonies. Et j'ai fait un petit clin d'œil sur Berlin, voilà, 1885, et puis un peu sur Jules Ferry qui, comme ça, prônait cette affaire d'hégémonie là, qui dit que rayonner sans agir, sans se mêler des affaires du monde, c'est abdiquer. Et surtout apporter aux races inférieures, voilà, la civilisation que les races supérieures ont, et c'est un devoir pour eux. J'ai essayé de le faire et j'ai aussi fait un clin d'œil sur cet aperçu du noir qu'on avait à cette époque. Voilà, et les préjugés qu'on avait, voilà, on voit un peu Voltaire, par exemple, Montesquieu, que je cite dedans, qui voit un peu comme des peuplades russes comme ça, voilà, qui ont des mœurs bestiales à la limite, à qui il faut apporter de la civilisation. Et voilà, ça justifiait toute cette colonisation. Ça, c'est la première partie. Je plante ces décors-là et je viens maintenant au Bani Volta, qui est objet de notre étude. Et en seconde partie, je décris ce qui s'est passé. Selon les archives que j'ai reçues, il faut rappeler qu'en matière de sciences humaines et sociales, j'ai fait, comme on le dit en sociologie, il faut prendre les faits sociaux comme des choses, il faut les regarder telles qu'elles sont et pas essayer d'apporter ses propres préjugés. Donc c'est des faits historiques. Moi, je suis parti sur des archives d'abord. J'ai essayé de compléter ce qui manquait avec des ouvrages d'études antérieures, voilà, pour pouvoir décrire ces faits-là. Et en troisième partie, moi, j'ai essayé d'analyser ça personnellement pour dire qu'il s'était agi plutôt d'une guerre que d'une simple révolte. Voilà. Effectivement, dans la première partie de votre ouvrage intitulé « La colonisation française en Afrique de l'Ouest, en Haute-Volta et dans le sud-est du Soudan français », vous abordez les questions du contexte européen de la course aux colonies, de l'armée coloniale française, la colonisation du Soudan, et également pour venir aux populations du Bani Volta. Alors, première question, comment cette conquête coloniale s'est effectuée dans cette partie qu'est le Bani Volta? Alors, pour ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, on voit clairement que la conquête coloniale est partie essentiellement de l'Ouest vers l'Est. La colonie de Saint-Louis ayant été conquise déjà vers le XVIIe siècle, il y a eu une installation comme ça des Français qui ont essayé de progresser plus tard avec ce que je viens de citer après Berlin. Ils ont progressé donc vers l'Est pour conquérir de nouveaux territoires. Et à partir de cette idée du colonel Faidherbe qui était de conquérir des territoires, prendre les enfants de ces territoires-là, en faire des militaires et conquérir leurs voisins et successivement, voilà, ainsi de suite. C'est comme ça que la première armée coloniale a été composée essentiellement voilà, les tirailleurs sénégalais. Oui. Et une fois ces colonies conquises, alors quel était le mode d'administration des dites colonies? Voilà, les Français s'installent donc... en général, ils installent des chefs de canton selon leurs critères à eux. Mais pour le Bani Volta, ils n'ont pas tenu compte de petits faits qui étaient antérieurs à leur arrivée. Ils ont eu de mauvaises interprétations de certains jeux. Ils ont voulu s'appuyer sur des anciens conquérants de la zone, les Ouattara qui étaient venus de Congo, qui ont eu à conquérir vers le nord jusqu'à Bobo-Dioulasso. Ensuite, les Peuls qui sont venus avec divers djihad pour pénétrer à partir du Massina pour pénétrer dans la zone du Bani Volta. Et puis les Karantao aussi qui, à la suite des Peuls, ont essayé d'islamiser ces populations qui étaient animistes à l'origine. Et puis ça n'avait pas trop marché, mais ils ont fini par vivre en harmonie. Lorsque les Blancs sont arrivés, ils sont basés sur ces anciennes chefferies-là pour essayer de placer des chefs de canton qui, malheureusement, se sont mis à commettre des exactions. Ils perçoivent l'impôt 3 fois, ils violentent les populations et tout. Ça a commencé à créer des griefs comme ça contre le colon. Et puis, petit à petit, c'est instauré la haine. Aux téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui, quelles étaient alors les limites géographiques, l'étendue du Bani Volta? Voilà, on parle de Bani Volta, ça surprend tout le monde. Lorsqu'on dit la guerre de Bouaba, la guerre de Marca, la guerre de Samou, tout de suite on voit de quoi il s'agit. Le Bani Volta, on l'a appelé comme ça parce que le colon, dans ses rapports d'ailleurs, a toujours parlé du Bani Volta, de la colonne du Bani Volta, pour la répression et tout, parce que c'est le fleuve Bani qui prend sa source, je crois, au nord de la Côte d'Ivoire, qui passe par le Mali actuel. Et la boucle de la Volta
du côté du Burkina Faso actuel. Okay. Donc toutes les populations qui sont comprises entre ces deux espaces-là sont les populations objets de notre étude. Ok, donc c'est la raison pour laquelle à la page 60, en parlant de ces populations du Bani Volta, vous dites que ce sont des peuples aux dialectes et croyances religieuses très diversifiés. Oui, alors, qui sont réellement ces populations? Voilà, si on part à partir de là où a été déclenchée l'insurrection, en pays Marca, donc c'est les Marca dans la zone de Bona et Safani, là, les populations Boaba qui sont aux alentours et où il y a eu un effet de contagion tout de suite. Et ensuite, par effet tache d'huile, on est remonté chez les Samo et plus au sud, les populations Toussiens, les populations Sambla. Et en rentrant du côté du Mali actuel, il y a les Minyanka qui sont des populations Sénoufo. Et voilà, jusqu'au sud de Djéné. Et toutes ces populations ont été concernées par la révolte. Okay. Et quelle était l'organisation politico-religieuse de ces populations du Bani Volta? À l'origine, on voit, à part les quelques marques qui étaient islamisées, la majorité de ces populations étaient des populations animistes. Elles avaient des organisations villageoises qui sont basées sur une organisation qui met un chef de terre entouré d'un conseil d'anciens. C'était des populations essentiellement comme ça qui vivaient en harmonie les uns avec les autres, mais pas de pouvoir central tant que tel. D'accord. Dans la première partie de l'ouvrage, vous abordez la question de la révolte du Bani Volta et les opérations de l'armée française. Alors, quelles étaient les causes de cette révolte dans le Bani Volta? Alors, les causes de cette révolte, moi je les ai divisées en trois. Il y a les tendances lourdes, c'est-à-dire les causes lointaines. Il y a d'abord la perception des impôts que j'ai décrit dans toute une page de cet ouvrage-là, qui décrit la façon humiliante, avilissante avec laquelle on vient percevoir l'impôt. Comme ça, on débouche dans une localité avec des armes, des tirailleurs là ou des gardes-cercles, et puis on vous dit vous devez fournir tant de vivres, tant de pièces de courrier et tout. Et on vous donne un délai, une journée par exemple pour payer. Ceux qui sont là payent le prix fort et tout de suite ceux qui sont absents, etc. Il y avait des façons comme ça de le faire, des façons humiliantes et qui ont commencé à révolter les populations. Une autre tendance lourde, c'était le fait qu'on a pensé qu'avec la guerre, la France avait commencé à s'affaiblir. Si vous venez auprès de ces populations pour demander des soldats pour aller combattre dans votre propre pays, c'est que chez vous, ça ne va plus. Donc c'est une aubaine, on s'est dit, bon, on va profiter pour casser voilà, s'affranchir. Et ensuite, une autre affaire lointaine qui était restée dans les mémoires, c'est l'affaire de la conspiration des marabouts. Et en fin d'année de 1914, on avait accusé des marabouts d'avoir fait circuler une lettre en arabe dans certaines mosquées de la région là pour appeler à la révolte. En analysant ce document en arabe, c'est dans le rapport Picanon que je l'ai mis dans mon ouvrage, vous voyez que c'était des appels carrément à changer de mode de vie, mais ça sous-entendait de façon philosophique des choses où il fallait se révolter parce qu'on dit qu'un vent va souffler et puis ça aura l'odeur d'un cadavre infect, donc ça préparait les gens à se débarrasser du blanc. Et une autre affaire qui est une affaire des gardes-cercles, où des gardes-cercles avaient été accusés d'avoir été corrompus par des populations, ils ne payaient pas l'impôt aux Français, et les Français, et la contribution pour les Français, c'était en nombre et en impôt aussi. Donc voilà, et on a torturé des gens, les fouettés en public pour les faire avouer qu'ils arrivaient à corrompre des gardes secs pour ne pas payer la totalité de l'impôt. Et tout ça, ça a été des tendances lourdes comme ça. Les tendances immédiates, c'est justement ce qu'on évoque, les 50 000 soldats recrues qu'on a exigés, particulièrement pour l'année 1915 à fournir rien que par l'Afrique occidentale. Au départ, on sait qu'ils avaient recruté dans la zone concernée environ 3 000 soldats en 1912. En 1913, ils étaient à 4 000. En 1914, ils étaient à 3 500. Et subitement, on vient demander 50 000. Et à eux seulement, ils devaient fournir 24 000 hommes. Voilà, en parenthèse, la majorité des tirailleurs sénégalais à la Première Guerre mondiale, en fait, ils venaient des territoires de Haute-Volta et du Soudan. 24 000, c'est presque la moitié de l'effectif à fournir. Vous voyez que c'était de braves soldats, des soldats qui ne reculaient pas devant le feu, qui ne tombaient jamais malades. C'est ça. Et j'oubliais, et puis les facteurs déclenchants immédiatement, c'était cette histoire de travaux forcés où une dame a mis au monde un enfant qui est mort sur un chantier de travaux forcés. Et ça a créé une révolte, on a dépêché le garde-cercle pour créer
créé le mouvement et puis le refus à Bouna de fournir les soldats. D'accord. Et quelles ont été les grandes étapes de cette révolte? Oui. Donc les la grandes révolte, étapes, voilà, ça a commencé immédiatement le 17 novembre par ce refus dans le village de Bouna de fournir 4 tirailleurs que le village devait fournir. Le commandant de cercle a été repoussé par des tirs d'armes de feu. Ils ont fourni 4 tirailleurs, ils ont fourni 3 tirailleurs sur les 4. Et sur les 3, je crois que sur les 3, 2 avaient été jugés inaptes pour ce service-là. Et on a trouvé que c'était une rébellion. Ils ont voulu les contraindre. En fait, l'affaire était préparée depuis bien longtemps. Ils avaient pris des mois pour préparer tout ça. Et ça a déclenché tout de suite, avec l'événement du bébé qui est mort, ils ont déclenché tout de suite les événements. Et il y a eu 3 batailles successives où il y a eu des victoires successives des combattants locaux, à savoir à Bouna, ensuite l'administrateur Maubert qui a été pris à partir à Bondokui et qui a été encerclé sur près de 8 jours, où il a fallu bien combattre avec près de 1500 morts du côté des locaux pour pouvoir se dégager. Et en fait, en plus, la défaite de Yankasso, où le commandant Simonet perd près du tiers de ses effectifs, c'est-à-dire toute une compagnie, face à Yankasso. Une compagnie, c'est énorme, une centaine d'hommes, vous l'imaginez à l'échelle actuelle, c'est un peu... Voilà. Okay. Effectivement, à la page 119, vous dressez le bilan, n'est-ce pas, de cette révolte. Oui. Alors, quel a été ce bilan, voilà, en termes de pertes en vies humaines de part et d'autre, côté de l'administration coloniale et côté des populations locales du Bani Volta? Voilà. Donc, après, c'est cette période qu'on a appelée les 3 glorieuses. C'était un prêtre d'ailleurs qui l'a dit, le père Hébert, qui était un missionnaire blanc, qui a utilisé le terme 3 glorieuses pour dire que c'était la période où vraiment ils n'ont eu que des victoires. Et après ça, les populations locales avaient cru qu'ils avaient définitivement chassé le blanc de leur territoire. En réalité, ils sont réorganisés. Et c'est la création de la colonne Mollard qui vient à partir de février et qui enchaîne la seconde partie, qui devient très violente, où on pilonne systématiquement tous les villages au canon avant de les attaquer. Il y a eu plusieurs combats avec des tactiques de guerre éprouvées, même modernes. Et voilà, au finish, on essaie de faire un bilan. Et en tirant ce bilan-là, on se rend compte que nous n'avons pas dans les documents auxquels j'ai pu accéder à Vincennes, les morts du côté des combattants locaux. Mais ils sont estimés à peu près à 30 000 morts pour les combattants locaux à partir d'études antérieures d'un Américain, de 2 Américains, voilà, qui ont travaillé sur la question. Et du côté des forces locales, 30 000 morts. Du côté des forces coloniales, moi, à travers mes recoupements, les documents que j'ai pu comme ça recouper, je me retrouve autour de 158. Quand on parle de forces coloniales, il faut voir donc les Français, les troupes coloniales qui sont composées de tirailleurs et les gardes-cercles qui sont des supplétifs et tout ça. Voilà. Et dans la 3e partie de l'ouvrage, alors, vous partez de la définition de la guerre de Karl von Clausewitz pour conclure qu'il s'agit pour le cas du Bani Volta d'une guerre et non d'une révolte. Oui, tout à fait. Alors, parlez-nous un peu des interprétations clausewitziennes que vous avez faites. Tout à fait. Donc, la 3e partie, pour moi, ça permettait d'abord de partir des principes de la guerre et dans l'armée française pour dire que ces principes-là sont respectés dans tous les cas, à la fois du côté des combattants locaux que de l'attaquant français. On peut citer par exemple la concentration des efforts. Ça, c'est une convergence d'action en vue de réaliser une supériorité sur un adversaire en un lieu ou à un moment bien précis. La liberté d'action, c'est là où on met en œuvre en sûreté tous les moyens qu'on a envie d'atteindre un objectif sur l'ennemi et malgré lui. Vous voyez, par exemple, puis l'économie des forces, c'est une répartition judicieuse que vous faites de vos moyens pour réaliser une supériorité locale pendant un combat. Vous voyez, lorsque vous lisez l'ouvrage, vous voyez ça de part et d'autre, j'essaie de le décrire assez. Je suis passé aussi à Clausewitz pour simplement définir la guerre. Qu'est-ce que c'est que la guerre? Selon Clausewitz, qui est le théoricien par excellence du moment à cette période-là, voilà, et qui était le mieux placé dont on peut utiliser les pensées pour interpréter ces choses-là. Là, je parle de la guerre qui est définie comme une violence qui a pour but de contraindre un adversaire à accomplir notre volonté. On le voit, les Français obligent les populations locales à rester sous leurs joues pour pouvoir agrandir l'empire colonial. Et puis la définition de la guerre en 2 genres, soit pour abattre un adversaire politiquement, soit pour le désarmer pour obtenir une paix. Et la 3e, qui est encore plus intéressante, c'est la singulière trinité selon Clausewitz,
Voilà, il parle dans la guerre d'un instinct naturel aveugle. Ça, c'est le fait des populations. Ok. Vous voyez, la haine qui s'est accumulée, ça crée un instinct aveugle, là, comme ça. Une haine, on veut chercher à chasser le blanc des territoires pour revenir à une situation antérieure qui était moins éprouvante. C'est ça. Voilà. Et un jeu de probabilité du hasard qui sont les qualités d'un général. Vous voyez que chaque chef de guerre que j'ai décrit, à la fois le colonel Moulard pour la colonne de répression et les chefs locaux qui se sont organisés, je crois, en 4 régions militaires pour se défendre contre le blanc, ont fait montrer qu'ils avaient des qualités de chefs de guerre. Voilà, et puis ensuite, la singulière trinité, on parle aussi de l'entendement des raisons qui est un pouvoir politique en réalité qui oriente les instincts des populations là, de haine là, pour les canaliser. On voit que les marquants ont bien organisé leur affaire en canalisant cet instinct-là pour aller vers une guerre contre le blanc, pour pouvoir se débarrasser de lui. Et de l'autre côté, les Français avaient une autorité qui dirigeait les forces militaires pour rétablir la paix, pour revenir à une situation initiale où ils perdaient du terrain. Ok. Alors donc, au regard d'une telle démonstration qui montre clairement qu'il s'agit bien d'une guerre, alors à votre avis, pourquoi les colons ont travaillé à cacher cette réalité au point de convertir cette guerre du Bani-Volta en une révolte? Pour vous, quel peut être le mobile, n'est-ce pas, de cette histoire qui a été pendant longtemps truquée, si on peut le dire ainsi. C'est assez clair. Il est difficile pour quelqu'un qui se considère comme supérieur, peuple supérieur, race supérieure et tout, qui vient, qui impose sa volonté à des populations, qu'il arrive que ces populations se révoltent et lui infligent des défaites à un moment donné. Et puis, ce serait comme comparer deux choses incomparables à leur avis. Alors, le terme a été à la limite banni de tous les rapports. Tous les rapports que j'ai eus, je n'entends pas le terme guerre, je n'entends pas le terme combattant. C'était toujours le terme révolte, insurgé et tout. Dans les rapports Moulard qui fait près de 150 pages que j'ai décortiqué de fond en comble, c'est le colonel qui a piloté toutes les répressions là, à partir de février jusqu'à la fin, jusqu'à la pacification totale. Il n'a pas laissé une petite place pour faire croire qu'il avait en face des adversaires de même niveau. Parce que voilà, c'est des indigènes, il ne faut pas faire l'apologie de... Donc, alors qu'il reconnaît à certains moments qu'il reconnaît des faiblesses, il a même demandé en temps à ce qu'on lui fournisse des aéronefs. Okay. Des aéronefs parce qu'il n'arrivait pas à maîtriser voilà, donc c'est assez clair. Quoi, okay. Oui. Mais quelle lecture vous faites quand un tel travail a été fait pour un peu revaloriser, faire connaître et valoriser, n'est-ce pas, cette bravoure, n'est-ce pas, des populations du Bani-Volta. Une commémoration a été faite récemment à l'Assemblée nationale, mais là, on parlait plutôt de la première insurrection. Est-ce que ça ne revient pas mettre un peu en cause cet effort de démonstration de la guerre du Bani-Volta? Non, pas du tout, pas du tout. Pour moi, le mot insurrection est le mot le mieux placé pour décrire ce qui s'est passé, la poussée. Il y a un bouchon qui pousse la vie, qui éclate, c'est une insurrection parce qu'on a contenu pendant trop longtemps une certaine injustice et à un moment donné, bon, on dit il faut changer, il faut aller, quitte à avoir d'énormes pertes, il faut aller vers un changement pour obtenir une situation meilleure à la situation antérieure. C'est bien une insurrection. Moi, dans ma démonstration, j'essaie de faire comprendre que lorsque la répression a commencé, il s'agissait bien d'actes de guerre et des techniques de guerre éprouvées et que nous utilisons, nous, militaires, jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc on évolue en mode tertiaire. En fait, lorsqu'il faut attaquer une zone, on installe un appui, on installe un élément d'attaque, un élément de couverture. Et tout ça se retrouve dans mon ouvrage. J'ai même illustré avec quelques schémas là, de certaines attaques, y compris aussi pour... Et les principes de la guerre que j'ai décrits, qu'on voit chez les combattants qui le faisaient peut-être d'instinct, parce que ce n'était pas enseigné dans une école particulière, mais qui sont reconnus même par les adversaires d'en face. Et là, c'est le spécialiste de guerre qui parle. Tout à fait, oui. Voilà, c'est là, je pense que pour là, je l'ai appelé la guerre du Bani-Volta exprès pour qu'on sache que c'est des actes de guerre et que nos ancêtres savaient se battre et qu'ils avaient des organisations bien précises. Vous voyez, rien que diviser la zone en secteurs avec des chefs de guerre, c'était déjà une très bonne idée pour... Voilà, tout à fait. C'est ça. Et j'ai cité quelques chefs de guerre à la fin. Malheureusement, on n'a pas assez de biographies sur eux, ni du côté du Burkina actuel, ni du Mali actuel pour pouvoir et ça ferait l'objet peut-être d'objets d'études postérieures. Voilà, tout à fait. Et après avoir écrit un tel ouvrage, alors qu'est-ce que vous faites aujourd'hui en vue de vulgariser
cette partie de notre histoire qui est malheureusement méconnue. Parce qu'une chose est de produire et aujourd'hui, une chose est de vulgariser, n'est-ce pas, tous ces éléments. Quelles sont les actions de communication que vous faites pour, n'est-ce pas, vulgariser le produit de ces recherches que vous avez eues? Pour ça, je dois déjà remercier ma hiérarchie. Ma hiérarchie qui m'a permis, après ces études-là, c'est en fait mon master qui a été adapté en forme d'ouvrage. Me permettre de le faire sortir sous forme d'ouvrage permettait à ma hiérarchie aussi de passer un message aux jeunes générations, des sous-officiers officiers et militaires du rang, pour leur faire savoir que des choses sont passées, vous ne le savez peut-être pas. En lisant cet ouvrage, vous avez une idée de certains faits militaires des anciens qui savaient se battre. Ça, c'est une très bonne chose. Donc la hiérarchie m'aide à travers la permission de divulguer cet ouvrage, qu'on puisse le faire se connaître. Maintenant, à travers les différents plateaux comme celui-là, c'est une opportunité pour moi pour faire connaître l'ouvrage. Je l'ai fait éditer à l'Harmattan à Paris. Ça coûtera plus cher en retour à la vente. Je crois qu'ils l'ont mis en vente à 26 €, je crois. Voilà, 26, voilà. Voilà, nous, on a tout fait pour qu'il soit 24 €, voilà. Okay, ça fait à peu près 16 000 francs. On a tout fait pour le vendre beaucoup moins cher ici et pour que ça soit accessible aux gens. Mais en le faisant en France, ça me permettait de pouvoir toucher toutes les maisons l'Harmattan du monde où l'ouvrage sera connu. Du coup, c'était un circuit de diffusion sur le plan mondial, déjà qu'on sache que dans cette partie du monde, à telle période, des gens sont battus pour l'honneur. Voilà. Et aux téléspectateurs qui nous suivent et qui voudraient avoir cet ouvrage, où peuvent-ils l'avoir? Alors cet ouvrage, il est disponible actuellement au niveau de Mercury. Mercury, c'est-à-dire à la ZAD et au centre commercial de Ouaga de Ville et à Mercury Bobo. Il est disponible aussi à la librairie Jeunesse d'Afrique. Il est également disponible au niveau de la librairie Diakfa. Voilà. Et à quel prix, rappelons le prix aux téléspectateurs? Je crois que les libraires le font en ce moment à 14 000 francs, soit 2 000 francs de moins qu'en France. D'accord. Ok. Alors, nous acheminons vers la fin de l'émission. Alors, quel est votre mot de fin? Aujourd'hui, satisfaction ou une envie de pousser encore la recherche dans, n'est-ce pas, sur cette même thématique? Je dirais les deux parce que déjà, la satisfaction, c'est d'abord d'avoir réveiller quelque chose qui dormait. Et puis, le fait que l'Assemblée nationale, en sa deuxième session ordinaire l'année dernière, au vol saisi cette affaire-là pour en parler, des chefs traditionnels sont venus. Ça a permis tout de suite à des gens qui n'en avaient jamais entendu parler de savoir de quoi il s'agissait. Lorsque l'ouvrage est sorti, il y a eu des études antérieures. Je ne suis pas le premier à parler de ça au Burkina ni en Haute-Volta. D'ailleurs, il y a eu des études antérieures. Blami en Kambari, il y a Nazi Bouni qui l'a expliqué de façon romancée et tout. Moi, j'ai fait une approche plutôt scientifique en allant sur des archives et dire voilà ce que celui qui a mené les répressions dit par rapport à la répression de ce qu'il a fait. C'est tellement détaillé que voilà, ça fait un apport de plus. Et pour moi, c'est déjà une satisfaction de pouvoir permettre à tout le monde de toucher du doigt des choses qui sont cachées là-bas à Vincennes auxquelles on ne peut pas accéder. Et pour moi, c'est une porte ouverte aussi pour d'autres officiers et peut-être moi-même de pouvoir pousser un peu plus loin, de savoir la vie de ces héros-là et puis savoir comment ils sont combattus, est-ce qu'il y avait des tactiques particulières. Peut-être que des archives existent que nous n'avons pas encore pu toucher. Merci bien, lieutenant-colonel Céleste Coulibaly. Nous sommes malheureusement au terme de notre émission. Rappelons qu'il était question de la guerre du Bani-Volta 1915-1916, un ouvrage qui a été publié courant 2017. Et nous pensons automatiquement à Charles de Gaulle qui disait que l'histoire, c'est la rencontre d'une volonté et d'un événement. Et cet ouvrage est l'illustration parfaite car plus qu'une volonté, c'est un devoir de mémoire que l'auteur accomplit en écrivant un ouvrage sur la guerre du Bani-Volta, un événement très peu connu. Excellente soirée à tous. Merci de nous avoir suivis.